Dans la partie précédente, nous avons insisté sur le Data Privacy Concern, le fait que les cyberutilisateurs souhaitent préserver ou du moins sont sensibles à la protection de leur vie privée, de leur vie intime. Il s'agit maintenant ici de souligner qu'il y a des écarts importants entre les préoccupations qui sont déclarées par les utilisateurs et leur comportement effectif. C'est ce qu'on appelle le Data Privacy Paradox. Alors la question qui se pose, c'est, et à laquelle certains répondraient d'une certaine manière, c'est l'homme est-il, l'être humain, le cyberutilisateur, est-il irrationnel? Le fait qu'il dise des choses et qu'il ne fasse pas ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il agisse sans prendre en compte ses données privées, sans prendre en compte la préservation, la protection de son intimité, est-ce la preuve que l'être humain est irrationnel? Ou est-ce qu'on a une autre option? Est-ce la preuve que l'être humain est finalement contraint et dépassé par la technique? Alors, nous allons essayer de répondre à cette question-là en soulignant les différents écarts qu'on peut repérer et en proposant un certain nombre d'explications. Alors, citons d'abord les écarts consentis, c'est-à-dire quand livrer des données personnelles est considéré comme quelque chose qui est juste et qui est logique. Ce sont des conditions de légitimité et des situations d'usage qui sont cohérentes avec le fait de donner de l'information sur soi. Première condition de légitimité, quand il s'agit de lutter contre le terrorisme, quand il s'agit, deuxième situation, de lutter contre la criminalité, qu'elle soit online ou offline. Évidemment, en tant que citoyen, il faut que l'on partage, il faut que l'on donne des informations qui nous concernent. S'il faut donner des informations sur nos activités, notre présence, à quel moment on était, à quel endroit, notre géolocalisation, nos actes, les personnes avec qui nous étions, eh bien, cela est normal puisque l'on contribue à participer à la recherche d'une situation saine ou apaisée, à retrouver un voleur, trouver un terroriste, aider à lutter contre une attaque, etc. Ce sont les conditions de légitimité. À côté de ça, il y a des conditions d'usage qui sont cohérentes avec le fait de donner, de livrer de l'information privée. C'est tout simplement, par exemple, quand je voyage. Il est normal que ma place, qui est prévue à tel endroit dans l'avion, à tel endroit dans le train, me soit attribuée à moi et à moi seule, et j'y tiens. J'ai payé pour avoir cette place, il est normal qu'elle me soit attribuée. Donc il est logique, dans ce cadre-là, de donner de l'information sur, de dire qui je suis, de dire que je suis là. Et donc on est dans ces situations de légitimité et très précisément la CNIL parle à ce moment-là des données passagers, de ce qu'on appelle le PNR ou Passenger Name Record, qui est important de diffuser de manière à ce que le transporteur sache qui est dans son avion, qui est dans son mode de transport, et pour que s'il y a besoin, eh bien, on puisse agir en connaissance de cause. Cette caractéristique du Passenger Name Record est très encadrée au niveau de la loi et la CNIL, avec son homologue européen, donc le G29, travaille à ces éléments-là. Donc, dans ces cas de figure-là, même si je souhaite vivre avec un certain niveau de discrétion, si je souhaite protéger ma vie privée, je consens à donner des informations sur moi. Ce sont les écarts que je consens malgré un niveau de Data Privacy Concern qui peut être très élevé. Passons maintenant à des écarts subis. Les écarts subis sont dans la situation où l'information sur la captation qui est faite sur ma présence à un endroit, sur mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mes activités, ce que je cherche sur Internet, et toutes les inférences que l'on peut en faire ne sont pas vraiment claires ni explicites pour moi. C'est-à-dire que l'utilisateur ne sait pas ce qui est réalisé et ne sait pas ce qui peut être réalisable. Alors, l'explication de ces situations vient en premier lieu du fait qu'il y ait une certaine invisibilité dans les pratiques des gestionnaires de sites. Bien souvent, on accepte. Oui,
on dit j'accepte les cookies, simplement parce qu'on a une fenêtre de navigation qui est venue nous déranger et qui nous empêche de voir l'intégralité du site internet, ou simplement parce que je n'ai pas vraiment le temps, je suis pressée, je veux vite avoir accès au service et donc je clique et j'accepte. Toutefois, et pourtant c'est bien remis en avant dans le cadre du règlement général sur la protection de la donnée, c'est que il faut que ce consentement soit explicite. Et le document sur la quadrature du net insiste là-dessus. Le consentement doit être libre, spécifique, explicite et informé. Dans cette situation de consentement que l'on qualifie de libre, éclairé, informé, j'indique bien en tant que utilisateur que vous pouvez utiliser mes données personnelles pour faire ceci, vous pouvez les utiliser pour faire cela, vous pouvez les utiliser pour ce truc, vous pouvez les utiliser pour ce machin, mais vous ne pouvez pas les utiliser pour autre chose que ce que j'ai coché. Et ceci est important, il s'agit bien de la notion du consentement éclairé. Une autre situation d'écart subi, de nouveau, consiste cette fois à ne pas mémoriser de l'information relative à l'utilisateur lui-même, mais de mémoriser de l'information relative à la machine qu'utilise l'individu. C'est typiquement le cas du traçage par empreinte sur Internet ou de ce qu'on appelle aussi le fingerprinting, qui consiste en fait à avoir une empreinte digitale, mais de la machine. Il y a un moyen simple que l'on peut utiliser de voir si sa machine est unique. Il s'agit d'aller sur le site amIunique.org qui correspond au résultat d'un travail de recherche qui a été mené par l'INRIA et qui permet de savoir si vous pouvez, votre machine, non pas vous, mais votre machine peut être tracée. Voilà un exemple d'affichage où l'on voit que oui, il y a X% de navigateurs observés qui sont comme le vôtre, qu'il y a X% de navigateurs qui sont de cette version-là, comme le vôtre, qu'il y a tant de navigateurs qui sont installés sur un système comme le vôtre, et ainsi de suite, jusqu'au fait que finalement, on arrive à un pourcentage extrêmement faible qui fait que oui, votre combinaison de tous les éléments qui correspondent à votre machine correspondent à une empreinte digitale de la machine, et donc oui, vous pouvez être tracé alors que vous n'êtes pas informé. Passons maintenant sur les écarts que l'on va qualifier d'inévitables. Il s'agit des situations dans lesquelles on a l'impression que finalement s'opposer à la captation n'est pas vraiment possible, n'est pas vraiment tenable sur la durée. C'est l'idée que s'opposer, qui peut être une bonne démarche, finalement ne tiendra pas sur la durée et fait face à un espèce d'irréalisme pragmatique. Premièrement, le chantage à l'accès. On voudrait bien s'opposer, mais malheureusement, si l'on s'oppose, nous n'aurons pas accès à un logiciel, à un système, à un moteur de recherche performant. Il y a un verrouillage à l'entrée sur l'accès au service. On peut accepter de ne pas utiliser le système, mais on ne peut pas utiliser le système sans accepter de donner des informations personnelles précises. Il y a aussi des situations, par exemple, où, prenons l'exemple de Facebook, il y a possibilité d'utiliser des solutions alternatives, mais elles seront moins performantes ou avec des fonctionnalités qui manquent, comme par exemple celle d'organiser des événements, chose que les utilisateurs apprécient énormément. Enfin, il peut aussi y avoir l'idée que ce n'est pas vraiment possible dans le sens où on a une certaine ignorance de la manière dont on peut faire respecter ses droits. Typiquement, on ne sait pas comment s'y prendre. La CNIL propose un certain nombre d'informations, de documents sources, comme nous l'avons déjà évoqué, qui sont disponibles. Pour autant, ce n'est pas si simple à prendre en main, comme je vous invite à essayer de le faire. Dernier cas de figure, dernière situation face à ces écarts inévitables,
c'est que finalement nous sommes face à des mastodontes du web, des acteurs qui sont incontournables. Prenons l'exemple de Facebook. Depuis février 2019, la politique de Facebook évolue. Il accepte, il fait machine arrière sur Android et maintenant les utilisateurs de Facebook sur Android peuvent désactiver la localisation de Facebook qui était systématique. Il y avait deux options possibles, soit on autorisait l'application à vous suivre vos déplacements et dès lors elle le faisait à tout moment et même quand votre application Facebook était fermée et elle historicisait l'ensemble des données concernant votre localisation, soit vous refusiez qu'il y ait cette possibilité. Donc c'était la logique du tout ou rien. Aujourd'hui, Facebook fait machine arrière. Il y a la possibilité de demander à ce que ce soit les mobinautes vont pouvoir utiliser Facebook avec une localisation uniquement au moment où ils l'utilisent. Ils utilisent l'application. Alors on se dit, c'est bon, il y a possibilité de s'opposer. Mais alors juste une petite information. Si Facebook réduit le tracking de ses utilisateurs d'un côté, de l'autre côté, les ingénieurs d'Instagram sont en train de développer une solution qui permet de partager les données des utilisateurs avec Facebook pour améliorer le ciblage publicitaire. Donc on essaye de prendre un pied en avant pour prendre plus de pouvoir sur ces données et de l'autre côté, on perd du pouvoir sur ces données. Les écarts semblent inévitables. L'humain est contraint d'accepter un certain nombre de captations. Enfin, il y a des écarts qui sont consécutifs au manque d'options alternatives. L'idée est que peut-être qu'il n'y a peu ou pas assez de solutions qui soient efficaces, simples, disponibles sur le net, disponibles facilement pour celui qui n'est pas un expert. Quand le niveau de compétence technique nécessaire est trop élevé, quand il faut trop comprendre, quand il faut trop aller dans les machines, les paramètres, aller chercher tout ça, il faut gérer tous les paramètres, il faut régulièrement aller vérifier les modules, c'est trop compliqué. Donc il faudrait des solutions un petit peu plus efficaces, plus simples et sans doute aussi plus médiatisées. Les derniers écarts que l'on peut relever sont des écarts qui sont absolument pas irrationnels, mais profondément rationnels. Ce sont des écarts cohérents. Parce que finalement, quand on va sur les réseaux sociaux numériques, quand on va sur Internet, c'est aussi pour partager de l'information, c'est pour partager des goûts, c'est pour donner son avis, c'est pour échanger, c'est pour se présenter. Partager et se présenter, ce sont les piliers de l'échange social. Et les pratiques de mise en visibilité de soi sont des évidences. Il ne serait pas pensable, à moins d'être un voyeur, d'aller sur Facebook ou sur un autre site de réseau social, sur un autre média social, si c'est uniquement pour regarder et ne pas partager, échanger et communiquer. Dans le cadre des relations avec autrui, la pratique de mise en visibilité de soi est une évidence. Elle fait partie du pilier de l'échange sur Internet. Alors en conclusion, face à cette impression, reprenons le cas du fingerprinting, reprenons les cas de Facebook et d'Instagram qui collaborent, face à cette impression que Big Brother, c'est maintenant et que c'est comme ça, on ne peut pas y faire, doit-on considérer qu'il n'y a plus aucune sécurité libre et éclairé, j'entends, du cyberutilisateur? Est-ce que la soumission factuelle, actuelle, que l'on observe est la preuve d'une abdication de l'être humain aux règles technico-économiques? C'est ce que nous verrons